C'est avec les acteurs, entre guillemets, comiques que j'ai eu le plus de mal à faire des comédies. Enfin, en tout cas, à faire les miennes. C'est toujours peur, si vous voulez, que la puissance comique d'un acteur parasite le film. Alors que moi, c'est le film qui doit être drôle et les situations, et pas le clown, et le mot est dit avec beaucoup d'admiration, enfin, sans aucune, c'est pas du tout péjoratif, qui fasse à l'intérieur du spectacle rire, mais que ce soit la situation. Donc j'ai souvent plutôt travaillé avec des acteurs qui n'étaient pas a priori des acteurs comiques. Et je pense qu'il y a des comédies extraordinaires avec des purs comiques. Par exemple, je ne sais pas, prenons l'exemple le plus évident avec De Funès. Je pense que le grand talent de Houry et surtout de Molinaro, c'est de se dire je lui laisse prendre le contrôle du film de l'intérieur et je lui laisse l'espace nécessaire, enfin l'espace dont il a besoin pour mettre en place cette puissance comique et développer cette puissance comique. Et surtout, alors je dirais plus Molinaro parce qu'il arrive malgré tout à avoir un style, malgré tout, avec des films de De Funès, alors que le seul style des films de De Funès, de Houry, c'est l'enregistrement du comique de De Funès. Tandis que chez Molinaro, j'arrive quand même à voir comment, malgré tout, il arrive à l'insérer dans son projet. Mais ce sont des films, on va dire, de Houry et Louis de Funès. C'est vraiment, ils deviennent metteurs en scène du film, j'en suis persuadé. D'ailleurs, j'ai vu une interview de Funès il n'y a pas longtemps qui disait ça. Moi, je peux pas. J'adore ça, si l'acteur comique est puissant. Je me disais que j'aimerais bien faire un film avec Dujardin, par exemple, et essayer de mettre ce corps comique en place, mais dans une place précise, et puis le laisser... Parce que j'ai revoyé une scène il n'y a pas longtemps de OSS, où il chante, la fameuse scène, et où il est... pour moi, il y a un génie comique. Et je me suis dit, si j'arrive à trouver un personnage suffisamment... je pense qu'il faut lui faire jouer quelque chose, un distrait, vous voyez, comme une idée de quelque chose, de quelqu'un plus que quelqu'un lui-même. Mais si j'arrive à trouver ça, j'adorerais. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai rarement travaillé avec des acteurs comiques, parce que j'avais peur qu'ils mangent le film de l'intérieur et que ça devienne autre chose, alors que pour moi, c'est assez précis. Donc Gad, j'ai compris que Gad arrivait à être purement comique sur scène, mais qu'il avait plus de mal sur un plateau de cinéma. Et il a fallu je me suis rendu compte qu'il jouait bien quand il jouait quelqu'un qui joue quelqu'un. Par exemple, à la fin du film, il se fait passer pour un prince, etc. Il est génial. Et donc, je lui ai dit, mais tu sais, même quand... Mais par exemple, il n'arrivait pas à dire passe-moi le sel, quoi. C'était pas juste. Donc, je lui ai dit, joue quelqu'un qui joue quelqu'un. Comprends que tu joues quelque chose, assume-le. Ne cherche pas à être naturel. Mais ça a été très compliqué. Alors que, quand il assume la comédie totalement, le jeu, il reconstruit dans son spectacle, dans sa logique, un personnage. Il est libre. Il n'était pas libre. Donc c'était assez difficile. Pareil pour José. José, il avait pris un coach. Et donc je le voyais arriver, il jouait d'une certaine façon. C'était très... Je dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Je dis, non, pas comme ça, etc. Et en fait, je me suis rendu compte à un moment qu'il avait répété vachement avec quelqu'un et que ça, c'est le danger du coach et qu'il allait vers autre chose. Oui. Donc, a priori, j'ai toujours préféré emmener des acteurs classiques, dits classiques, enfin vers la comédie plutôt que des acteurs de comédie. Mais pour moi, une des plus grandes actrices comiques, entre guillemets, c'est Julia Roberts. Quand on voit Erin Brockovich, c'est un pur corps comique. C'est très très drôle. Enfin, le film n'est pas spécialement drôle, mais elle, quand elle joue un petit peu des scènes de comédie, elle a un sens du comique et de la comédie extraordinaire, comme Audrey. Il y a beaucoup d'actrices de stand-up qui font des films maintenant qui ont beaucoup moins de puissance comique qu'elle, je trouve. Et le synopsis, est-ce qu'il est écrit totalement avant la version dialoguée? Je te pose cette question aussi en faisant référence à cet ouvrage qui était sorti, que je trouve assez formidable, sur une enquête qui était menée auprès de nombreux scénaristes et qui, de manière anonyme, répondait à des questions. Et donc, il y a un scénariste dont on ne connaît pas le nom, qui dit que pour sa part, un synopsis, selon lui, ne peut s'écrire qu'après une version dialoguée. Il ne peut pas trouver un récit sans approcher les personnages. Ce sont les personnages qui déterminent et entraînent le récit, et les personnages se trouvent dans l'épaisseur de l'écriture. Parfois, il faut même en passer par les dialogues. Est-ce que cette continuité peut se faire en amont? Comment toi-même tu procèdes? Le synopsis ou le traitement, la continuité dialoguée? Alors, le synopsis dans un premier temps, là je pense que tu l'as entièrement. Moi, j'arrête pas de réécrire un synopsis avant de tourner, par exemple, avant d'écrire. J'ai une idée, puis j'essaie
de constamment la reformaliser pour essayer de comprendre de quoi ça parle. Et comment je le raconte en quelques lignes. C'est ce qui, par exemple, si je dis là j'écris un scénario avec des, enfin j'écris 2 scénarios, mais il y en a un par exemple qui parle de complotistes. Et si je dis un chef d'orchestre devient je sais pas, le centre d'un complot, il y a des complotistes qui pensent que c'est l'histoire d'un chef d'orchestre, et les mecs pensent que quand il joue, il envoie des messages. Voilà. Et donc, si je dis des complotistes prennent un mec et pensent qu'il envoie des messages... J'attire ton attention que juste sur cette phrase, on a ri déjà. Oui. Ce chef d'orchestre... Mais parce que c'est l'innocent, je l'ai raconté par l'innocent. Mais en même temps... parce que ça m'intéresse de parler de la vérité maintenant à notre époque, qui est une époque de post-vérité. Si je dis des complotistes font ceci, font cela, c'est parce que je me suis rendu compte qu'en écrivant, si je ne m'intéressais pas à eux, j'en faisais des idiots, ou je me moquais d'eux, alors que ce qui m'intéresse, plus on avance dans l'histoire, je me dis, c'est quand même s'ils disent n'importe quoi, ce sont des gens qui créent une petite fiction pour rendre le monde plus vivable pour eux. Donc maintenant, je suis obligé aussi de m'attacher à eux et d'essayer de comprendre comment on en arrive à croire qu'un chef d'orchestre, quand il joue comme ça, il envoie des signes aux extraterrestres ou à je ne sais qui. Voilà. Et puis ensuite, maintenant, il y a une nouvelle couche. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que souvent aussi, la candeur ou la crédulité de ces gens-là, elle pouvait être manipulée pour des raisons politiques. On le sait bien maintenant. On s'est beaucoup servi de la candeur des gens pour tenter de renverser des démocraties récemment, et on comprend à quoi la vérité sert, la vérité objective, à quoi elle sert. Donc je me dis, tiens, est-ce qu'il y a un manipulateur? Donc tout à coup, il y a quelqu'un qui est jaloux du chef d'orchestre, qui est dans le dépit amoureux, qui prend ses mecs en stop, qui s'aperçoit qu'ils sont à moitié fêlés et qui commence à leur dire « Moi, je connais un chef d'orchestre. » Voilà. Et après, de nouveau, je reviens à mon chef d'orchestre quand j'écris. Et je me dis « Mon chef d'orchestre, c'est un mec fragile, épris de vérité. Il joue tout le temps le même morceau parce qu'il pense que dans ce morceau, il y a une vérité à trouver. Donc, il fait répéter tout le temps la même symphonie, comme dans le chef-d'œuvre inconnu de Balzac. Il fait tout le temps répéter la même symphonie à l'orchestre qui commence à péter un plomb parce qu'il n'y a pas de vérité à trouver. C'est juste son incapacité temporairement à fonctionner qui se traduit là-dedans. Et donc, si vous voulez, je ne sais pas encore par quelle porte entrer. Est-ce que c'est l'histoire? Qui est ce qu'on appelle le protagoniste? À qui on s'intéresse le plus? Voilà. Quand j'ai fait Comme elle respire, j'ai raconté l'histoire d'une mythomane qui rencontre un menteur. Je me suis rendu compte des années plus tard que je m'étais trompé. C'est l'histoire d'un menteur. J'aurais dû faire l'histoire d'un menteur qui rencontrait une mythomane. Elle est mythomane, elle fait croire qu'elle est riche, et Guillaume Depardieu la kidnappe. C'est un escroc un peu minable pour demander une rançon. Nous, spectateurs, on sait qu'elle est pauvre. Sauf que pour sacrifier à cette ironie dramatique, je me suis trompé de protagoniste. Parce que de tout le film, Marie ne change pas. C'est une pathologie, elle est malade et c'est très difficile de s'identifier pour le spectateur à quelqu'un qui souffre de cette pathologie. Et même si à la fin, il y a une forme de conscience, et elle est effrayée par l'amour, parce que l'amour, c'est la vérité, donc elle s'enfuit, ça reste le même personnage. Donc j'aurais dû raconter l'histoire de Guillaume, qui est traversée par cette femme, qui paradoxalement est une femme incarne une forme de vérité, de beauté. Elle le traverse, et elle l'éclaire de l'intérieur, et elle s'en va, et à la fin, je filme Guillaume en contre-plongée comme un héros. Il est devenu un héros, cette femme l'a changé. Mais elle n'a pas changé, et je me suis trompé de protagoniste. Donc il ne faut pas se tromper de protagoniste. Et comme Adrien, j'ai relu et entendu plusieurs entretiens, et on sait que les scénarios sont écrits au moins à 2, mais les dialogues, tu les écris seul. Pourquoi? J'écris seul les dialogues parce que, bon, pour 2 raisons. Je parlais de Mankiewicz, il disait l'adaptation, c'est le début de la mise en film. C'est-à-dire que quand vous écrivez un scénario, vous décrivez les scènes. Vous dites, il se pointe à droite, il arrive à gauche, il dit ça, stupéfait, il regarde machin. Moi, il y a beaucoup stupéfait dans mes films aussi, par exemple, dans mes scénarios. Mais vous commencez à distiller la mise en scène dans les didascalies, dans la description des scènes. Et le dialogue, c'est un peu le prolongement de ça, parce que c'est le langage du film. Dans En Liberté, Pio et Audrey, ils ont un langage hyper littéraire. J'étais à la limite de les faire parler en vers. Ils sont tout le temps en train de poétiser leur rapport, et aussi verbalement, c'est-à-dire qu'il y a un langage d'amoureux qui se connaissent parfaitement, qui s'aiment. C'est les plus beaux amoureux que j'ai filmés, ils s'aiment, ils se respectent énormément. Quand ils décident de la quitter, elle le comprend. Enfin, il y a quelque chose que je trouvais très très beau dans ce couple.
Et il y a un langage qui les accompagne. J'ai eu très peur jusqu'au bout, je me suis dit c'est un peu trop littéraire, mais ça leur va. Et alors que Adèle et Damien Bonnard ne parlent pas du tout comme ça. Ou que la petite bande, quelqu'un m'a fait remarquer hier qu'il y avait à peu près 45 putains à la minute. Les gosses parlent comme ils jurent comme des charretiers, ils sont tout le temps en train de s'insulter, ils sont très très grossiers. Et j'expliquais, et ils sont peut-être trop grossiers, mais que ça me servait à rythmer leur dialogue, que certains de leurs jurons, leur merde, leur putain, etc., c'était comme des virgules. Pour moi, le film, il est aussi littéraire. Mais leurs dialogues, ils sont assez littéraires, même si c'est grossier comme ça. Mais voilà, c'est parce que c'est le ton du film, et la vérité du film aussi passe, pour moi, par les dialogues aussi un petit peu. Donc je les écris moi. Si on m'envoie un super scénario, super dialogué, voilà, j'ai trouvé qu'en thérapie, quand je filmais en thérapie, j'étais super content de ne pas avoir eu à écrire les scénarios. Tu viens de faire référence à la petite bande. On te voit travailler au plus près des comédiens. Tu nous diras si c'est pour ce film-là que tu es à ce point si près des comédiens ou si c'est une permanence. Alors bon, j'en ai un petit peu parlé hier. Les enfants, ils avaient peur de jouer parce qu'ils ne se connaissaient pas au début. Là, ça y est, ça commençait à jouer. Mais à un moment, je me suis dit, il faut que je les accompagne parce que les enfants s'observent, ils ont un peu honte, personne n'osait y aller, donc je me suis mis à jouer avec eux. Voilà. Donc, à un moment, j'entrais dans les scènes et puis je leur montrais, là, elle est trop sévère avec lui. Donc, j'essaie de lui montrer, il y a ce geste à la fin, quand je lui fais comme ça, où je lui dis, faut que tu l'aimes, t'es pas en train de l'engueuler, lui dire, mais enfin, hein, parce qu'elle avait tendance à être dure dans son jeu. Voilà, et tout le travail sur, par exemple, Colombe, ça a été de l'amener à la douceur. J'ai même au casting écrit une autre scène que j'ai gardée dans le film pour voir si elle arrivait à jouer la douceur, la gentillesse, etc. Parce qu'elle avait un truc dans son jeu qui pouvait être dur. Donc tout le travail, c'était tout le temps d'aller à l'intérieur des scènes, de leur montrer et de jouer avec eux. Et ce n'est pas le cas pour d'autres films Si, en fait. Parce que, pas de la même façon. Parce qu'on a des acteurs professionnels et qui savent. Mais par exemple, Daniel Auteuil, il n'avait pas du tout peur. Il me disait, montre-moi. Parce qu'il sentait bien que je découpais ma scène aussi. Le troisième découpage, celui sur le plateau, en jouant tous les personnages pour voir les déplacements. Plus les idées de plan, mais les idées de jeu. Le découpage théorique sur la table et le découpage sans les acteurs sur le décor, on cherche les idées de plan. Après, le jeu, j'ai besoin de jouer sur le décor. Et puis ensuite, quand les acteurs arrivent, je leur montre. Alors, il y en a qui aiment plus ou moins. Il faut faire attention, il faut respecter. Par exemple, moi, je fais exprès de jouer faux. Mais pour leur montrer les déplacements, les intentions, et après, je les laisse jouer. Mais les ruptures, tout ça, ils les ont pas forcément, ils les comprennent pas tout de suite, forcément. À l'image, ce sont des photos de tournage faites par Roger Arpajou, dont on a dit un petit mot hier soir, parce que plusieurs photos ont été montrées. C'est très précieux, parce qu'à la fois, ça documente, ça renseigne sur un tournage. Alors, surtout quand on voit l'équipe au travail, parfois ce sont des images qui ressemblent aux photogrammes du film qui seront utilisées dans un second temps pour la promotion du film, et de vous voir travailler, c'est vrai que c'est très précieux. Voilà. Là, quand tu vois cette image, par exemple, ou l'image précédente, avec Amélie, quand on la voit, on a toujours très peur pour toi, il faut être prudent aussi. Mais qu'est-ce qui se passait là ? Qu'est-ce qui se jouait à ce moment-là ? Je montrais à Paul et au chef opérateur qu'il fallait qu'on ait l'idée qu'il s'envole à la fin du film et qu'il accède à une forme de bonheur et d'élévation. Donc je voulais qu'il lève les bras. Et voilà. Et moi, ce que je vois sur l'image avant, c'est une confiance réciproque. C'est ça que je trouve... parce que je ne parlais pas de celle-là forcément, mais c'est pareil. Je leur ai toujours parlé pendant tout le film, comme à des adultes. J'ai adoré travailler avec des enfants parce que je revenais à l'essence du jeu, à leur expliquer pourquoi on joue, pourquoi il faut articuler, parce qu'on joue pour des spectateurs. Et puis ensuite, ça se transforme forcément. Vous avez des enfants de 12-13 ans, il y a un truc extraordinaire, et je me suis rendu compte que je n'étais plus avec mes enfants de la même façon à la fin de ce film, c'est qu'on leur apprend des choses, ils vous apprennent bien sûr des choses. Mais Adèle, Colombe, elle n'était jamais contente d'elle, elle était tout le temps en colère. Et je disais, mais c'est pas grave, si tu rates une scène, personne ne va te punir, si ce n'est toi. Elle passait son temps à... Voilà. Et au fond, c'est une enfant qui est devenue plus apaisée, plus tranquille. C'est merveilleux de se dire que pendant 2 mois, quand je leur disais, par exemple, au début, ils s'engueulaient pour des histoires de chambre. Vous ne pouvez pas faire que metteur en scène. Vous faites aussi Yoda, sage tu dois être. C'est-à-dire que
moi, je me rappelle leur avoir dit, mais si vous vous engueulez tout le temps pour des conneries comme ça, vous n'allez pas être heureux. Forcez-vous à vous aimer dès le 2e jour de tournage, parce qu'on va passer 3 mois magnifiques. Faites semblant d'être copains, ça viendra. Des trucs idiots comme ça, comme moi, j'ai fait semblant d'être metteur en scène au début. Au début, sur mes premiers films, j'avais Rochefort, machin. Je me disais, mais c'est pas possible, j'étais très jeune, tu vois. Donc, je mettais mon masque de metteur en scène, et il y a cette idée que quand tu mets le masque, voilà. Et ben, ils comprenaient tout ça, et c'est devenu une bande d'amis merveilleux, et c'est devenu une bande d'acteurs. Et tout ça. Ça, j'ai adoré ça. Leur expliquer le plaisir du jeu et dire souvent ce que je dis souvent à des acteurs, il ne faut pas avoir peur, il faut avoir envie. Quand j'étais jeune et que je faisais du stand-up, j'avais très peur. Je vomissais, quand je descendais les escaliers, je me rappelle d'une cave pour aller jouer, je me disais, je pourrais peut-être faire semblant de tomber devant tout le monde, comme ça, je ne peux pas jouer, je dirais que j'ai une jambe cassée. J'avais trop la trouille. Et c'est Auteuil m'a dit un jour, tu sais Pierre, quand j'ai pas envie, je me mens, ou alors je pense à des choses qui vont m'arriver ce soir, je vais aller faire un bon dîner, retrouver du plaisir, tout ça. S'il y a des acteurs, si j'ai cru comprendre qu'il y avait quelques jeunes comédiens, il faut faire semblant d'avoir envie, il faut dépasser le trac, parce qu'un acteur qui a du plaisir à jouer, il invente, il est libre, tandis qu'un acteur qui est trop esclave, qui se sert trop de son trac, au fond, il va être monochrome. Faites semblant d'avoir envie de jouer, n'ayez pas peur, parce qu'il n'y a rien à perdre. Et à ce moment-là, moi, je m'aperçois que quand il y a des acteurs qui arrivent trop terrorisés en casting, alors je comprends leur douleur parce que je suis passé par là, j'essaye vraiment de calmer tout ça et tout, mais on a presque peur d'eux. On se dit, waouh, ça va être tendu, quoi. Tandis qu'un acteur qui arrive heureux, il n'est pas pris, il est pris, c'est pas grave, il est pris, il est heureux, mais en partant, vous voyez, on sent qu'il n'est pas accablé, même s'il l'est, mais distiller cette légèreté. Et vous allez voir que vous aurez plus de précision dans votre jeu, plus de facilité. Arriver heureux sur des plateaux, arriver heureux sur des castings, déjà c'est la moitié du travail qui est fait avec du désir tout le temps, le désir de jouer. Ça c'est bien. On enchaîne sur ceci. J'ai demandé à Nicolas Télop, alors comme j'ai fait avec vous, Adrien, Guillaume et Jeanne, quelle est la séquence, alors Nicolas a écrit un très beau texte dans cet ouvrage-là, quelle est la séquence parmi les films qu'il aurait envie de commenter, de partager. Et lui a choisi une séquence de La Petite Bande qu'on va revoir, c'est une très courte scène. Pardon, la qualité du film est tellement forte, j'entends techniquement, et lourde que peut-être la projection sera légèrement saccadée. Ça dure à peine 1 minute pour ceux qui l'ont vu hier soir, vous l'avez bien à l'esprit. Les enfants, qu'est-ce que vous allez me faire? Et pourquoi tu bois autant? Bah, il faut que je pisse après. Ah oui, c'est vrai. Et pourquoi est-ce qu'il a un bâton? Ah oui, il va falloir faire diversion quand je vais arriver comme pour une piqûre. Sinon, il va pas arrêter de gigoter. Mais qu'il est resté un poème. Oh putain, j'ai du mal, mais... Discours de fleurs. Bah, pardon? Complainte de la Marguerite. Et je t'aime un peu beaucoup, mais sans guère de mon goût. Et seulement d'amour mérite, se plaignait la Marguerite. C'est joli. Car cela, mon infortune, aussitôt que débute une affaire sentimentale, il va être comme un patin. Je pense guérir une blessure là. Je suis désolé, monsieur. Paniquez pas, c'est pour votre bien. Les bouts, les inepties, les fleurs en disent aussi, mais jamais personne n'en meurt. Il s'appelait À mon humeur. Georges Brassens. Je tenais à choisir un extrait du dernier film. Dont on n'a pas beaucoup parlé, je trouve, et qui pourtant, à mes yeux, est plein de qualité et vraiment tout à fait à la hauteur du reste de sa filmographie, en tout cas. Et donc, la séquence en question, c'est la séquence où, ayant kidnappé le patron, ils s'aperçoivent les enfants s'aperçoivent que le pied est en train de s'infecter. Et donc, il décide de le guérir. Et il y a un des copains qui dit j'ai déjà lu quelque part ou j'ai vu quelque part que pour guérir une infection comme celle-là, il fallait uriner dessus.
Et donc c'est le point de départ évidemment d'une situation qui est absolument absurde et dont la résolution est elle-même absurde. Tout est catastrophique en fait à ce niveau-là du film. Déjà ils sont dans une sorte de point de non-retour, une impasse totale parce que ce sont des enfants qui ont kidnappé un adulte face aux problèmes qui n'arrêtent pas de faire naître de cette situation, ils engendrent de nouveaux problèmes, et le fait d'uriner sur le pied, c'en est un exemple. Mais ce qui me semble intéressant là-dedans, c'est que on rejoint tout à fait ce que Billy Wilder explique quand il parle de La Garçonnière, et notamment du personnage de Cissy Baxter, le personnage principal de La Garçonnière, qui lui-même est un personnage qui est confronté à des situations les plus invraisemblables les unes que les autres. Mais Billy Wilder, il disait que pour que ça marche, pour que ça tienne, que ce soit drôle, et puis surtout qu'on s'attache au personnage, il fallait qu'il fasse tout ça de manière la plus innocente possible. C'est-à-dire que il n'y ait pas de cynisme, il n'y ait pas de volonté de faire du mal. Non, en fait, c'est un personnage qui est extrêmement naïf, et tout ce qu'il fait, il l'entreprend avec une innocence totale. Je pense que la séquence, elle fonctionne en grande partie là-dessus, parce que c'est pas par malveillance, par exemple, ou bien par volonté de torturer le patron qui se met à uriner sur son pied. C'est au contraire pour lui sauver la peau, quoi, pour le guérir et pour faire en sorte qu'il aille mieux. Et donc du coup, là, on est dans l'héritage d'un cinéma, ou en tout cas d'un cinéaste que je pense que Pierre Salvadori apprécie beaucoup, Billy Wilder. On pourrait aussi citer, pourquoi pas, Blake Edwards et puis The Party, parce que c'est la même chose. Dans Bakshi, dans The Party, c'est pareil. Il fait tout de manière tout à fait innocente, et il n'en reste pas moins que toutes ces actions entraînent la destruction totale de la maison dans laquelle il se trouve, quoi, et il ruine la fameuse surprise party en question. Donc il y a cette idée-là que je trouve que c'est assez joli que entre les mains de ces enfants qui sont portés a priori par des idéaux qui sont nobles, on verra que par la suite dans le film c'est pas tout à fait ça qui les motive, mais en tout cas ils sont motivés du coup par quelque chose d'assez altruiste, et ils se retrouvent à produire des catastrophes qui sont toujours plus pires les unes que les autres. Et il y a aussi un peu brutalement. Est-ce que tu voulais rebondir peut-être sur et réagir à un de ces propos? Ce sont des scènes sur le fil. C'est très compliqué à réaliser parce qu'effectivement, même là, si on n'a pas les tenants et les aboutissants de la scène avant, la scène, elle est presque choquante. Mais ça me plaît d'abord. Moi, j'aime pas les films vulgaires, mais j'adore les films mal élevés, et comme ceux de Blake Edwards. Et donc, je voulais pousser un peu le bouchon. Mais cette scène, au fur et à mesure que je la tournais, je me rendais compte qu'elle marchait pas. Peut-être comme ça que je peux expliquer le truc. Ça marchait pas, et en plus, sur le plateau, il y avait des invités ce jour-là, qui ne m'avaient pas franchement prévenu, mais on tournait près de mon village, et donc il y a des cousins qui sont passés. Mais les cousins encore, s'ils vont dire « Ah Pierre, je passe demain » et tout, mais ils arrivent à 10, quoi. Et il y a des enfants, il y a machin, et puis il y a la vieille tante et tout, et puis moi je suis en train de filmer un gosse qui pisse sur un mec, quoi. Oh, alors, c'était horrible. Et j'y arrivais pas, et la scène était malsaine, et je ne comprenais pas pourquoi cette scène qui nous avait fait tant rire à l'écriture ne fonctionnait pas au tournage. Et là, c'est le jeu. Ça, c'est intéressant. C'est pas une idée. Je me dis, je suis pas dans le bon axe, etc. Et à un moment, j'ai dit à Laurent Capelluto, qui joue le patron, il faut que tu surjoues. Là, il faut aller vers De Funès. Il faut surjouer la stupéfaction, parce que si la scène n'est pas drôle, l'innocence des enfants ne suffit pas. Il faut que tu joues, c'est la première fois que je vais demander ça, il faut que tu joues comique. Ta stupéfaction, elle doit être un peu outrée, parce que sinon, ça ne marchera pas, j'ai l'impression. Et tout à coup, il a fait ça, et on avait enfin la scène. Voilà. Après, sur le désordre, vraiment comme chez Blake Edwards, et sur le gag, qui est quelque chose qui vient troubler l'ordre établi, c'est le chaos organisé, la révolte. Voilà, je voulais une image un peu forte, et on peut la faire passer comme ça à travers un gag et à travers quelque chose de burlesque, mais finalement d'assez politique, parce que si l'image, on va très loin, c'est un mépris absolu. Si on va très près, et la vérité de ces enfants, c'est de la maladresse, ils veulent le soigner. Donc c'est intéressant parce que c'est ambigu.
J'avais prévu, mais c'est pas grave, on va accélérer pour arriver à la conclusion, de te faire parler sur le rapport aux affiches. Notamment, on est entouré d'affiches physiques, mais aussi sur leur déclinaison dans les pays étrangers, et savoir si toi-même, si tu as à la fois un avis là-dessus, mais surtout un sentiment sur la notion d'efficacité, voire de genre, le fait de surligner la dimension comique d'un film, la traduction italienne dans La Cour, par exemple, Petite fille sur gros problème. As-tu un avis là-dessus? Ça va à peu près, mais les affiches précédentes, c'est vraiment intéressant. Ça veut dire à quel point il est difficile de faire une affiche belle pour une comédie. J'ai toujours fait des affiches horribles, j'ai toujours eu des affiches moches. Celle-là, on dirait un truc sur les grands boulevards, rire en cascade. Bon, c'est difficile, hein, parce que c'est le moment où vous parlez avec des gens qui mettent de l'argent, et je suis très content de mon travail avec Memento, sur En Liberté, parce qu'ils avaient compris mon film, mais qu'ils savaient qu'il fallait tout faire pour l'amener à un endroit. Et à un moment, ils ont vu, quand il y a vu qu'on avait cette espèce de succès critique total, hein, ça allait du Monde au Cahier du cinéma, en passant par le Paris, partout, ils ont dit on ne peut pas ne pas tout faire pour que le film marche. Et donc, bon, elle n'est pas si moche, mais enfin, franchement, on ne la mettrait pas dans sa chambre. C'est le problème, hein, on choisit l'affiche dans sa chambre, et puis après, voilà. Et la petite bande, c'est le malentendu absolu, c'est-à-dire, je leur ai dit, vous êtes en train de sortir le Club des 5, et moi, je n'ai pas fait le Club des 5. Donc, ça a été un malentendu total, une sortie à une mauvaise date, et un film qui s'est craché, et 3 ans de ma vie à la poubelle. Donc, si vous voulez, l'affiche, c'est important, et c'est toujours la somme de tous les compromis. Je n'ai jamais eu... Alors, c'est con, parce que pour la petite bande, la première qui me propose, elle est belle, et je leur dis, c'est la première fois que j'ai une affiche belle et bonne, elle est juste, elle va donner envie, et en même temps, elle met le film à un endroit, elle ne fait pas croire à autre chose. J'étais très content, et puis tout doucement, ils l'ont altéré, touc, 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 et puis voilà. Qu'est-ce qu'on y voyait dans cette première proposition? La même chose, sauf que les enfants, ils étaient silhouettés sur fond blanc, elle était mystérieuse, elle revendiquait la fiction, les masques, c'était assez étrange, ils étaient beaucoup plus gros, beaucoup plus gros, le titre aussi, les enfants étaient perdus dans l'affiche, c'était un projet esthétique, et en même temps, ça disait l'aventure, je la trouvais belle. De vrai mensonge, je ne sais même pas ce que c'est cette affiche. Alors, hors de prix, c'est intéressant, parce que c'est moi qui ai fait le compromis. Ils avaient fait une très belle affiche, où Gad et Audrey étaient silhouettés, c'était hyper beau. Vraiment, je me dis, oh, wow, c'est classe et tout. Je sais pas, à un moment, on a honte de son film, on dit, bah, au moins l'affiche sera belle. Et puis, je travaillais pourtant avec TFM, hein, qui était une filiale de TF1, et tout le monde se met d'accord pour une belle affiche. Et puis je pars, et à TFM, à l'époque, pour un distributeur, c'était rare, il y avait 50 personnes dans le bureau d'à côté qui bossaient. Il y avait des assistants, des secrétaires, tout ce que vous... Et à un moment, je dis, j'ai un petit doute, si on faisait un test, on met celle-là et on met la belle. Laquelle vous préférez? Là, il y en avait 3 qui préféraient la belle et 47 qui préféraient celle-là. Et moi, j'étais le premier à dire on change. Je savais que ce n'était pas la plus belle affiche pour le film, mais c'était la promesse la plus juste. C'est celle qui donnait envie. Moi, je n'ai pas envie, si vous voulez, que les gens n'aient pas voir mes films. Je me bats énormément, donc je suis après. Voilà. Mais parfois, c'est catastrophique. Après vous, ça a été une bagarre, et c'est pas beau, c'est moche. Les Marchands de sable, c'est plus simple parce que c'est un polar. Les Apprentis, là, j'étais content parce que c'était assez juste, avec une accroche que j'aimais énormément, et j'aime beaucoup les accroches que cet homme invente régulièrement, ce graphiste et cet affichiste. Et Cible émouvante, c'était l'horreur, parce que c'était un travail avec je pense, des gens qui n'avaient pas envie de sortir le film, et qui était très dur, très sévère, très sévère. La seule chose que j'avais pu faire, c'est rajouter le perroquet sur l'épaule de Jean Rochefort. Donc très souvent, voilà, l'affiche, c'est une accumulation de renoncements. Surtout quand on fait de la comédie, parce que la comédie, c'est le seul truc où chacun a son avis. C'est-à-dire que quand vous faites un drame merveilleux, splendide, intelligent, et fort, personne n'ose rien dire au réalisateur, mais tout le monde a son avis sur ce qui est drôle ou pas. Et alors ça se déchaîne quand c'est l'affiche et quand c'est la bande-annonce. Et Isabelle, qui est là encore, je pense qu'elle a vécu ces choses-là en direct très souvent, c'est-à-dire le moment du renoncement, parfois de l'humiliation, de la violence. Et il ne faut pas oublier un truc, c'est que le distributeur, c'est celui qui met des avaloirs, et parfois des avaloirs très importants sur des films. Donc sur La Petite Bande, Gaumont, ils avaient presque mis 1 million, 1,5 million d'euros. Donc quand à un moment vous dites à quelqu'un, je suis sûr que c'est pas ça, lui il dit oui mais, et à un moment vous dites, je suis obligé de me taire, parce que si le film sort avec mon affiche et qu'il ne marche pas, je vais être très mal. Donc je me rappelle
qu'à un moment j'ai dit pour la petite bande, ok pour cette affiche, mais rappelez-vous que j'étais pas d'accord, ce qui est un truc très lâche et manipulateur, mais il n'y avait pas de raison que je me défende pas. Et peut-être j'avais raison en fait, hein, sur la date et l'affiche. Peut-être que non, peut-être que le film n'aurait jamais marché, jamais dans toutes les configurations possibles. Mais le bénéfice du doute, en tout cas, au moins ça, il est en ma faveur. Bon, hier soir, il a très bien marché au Diagonal à Montpellier. Oui, mais un film, ça doit... Il faut qu'il vive comédie, seul. Il faut qu'il y ait des entrées, sinon un film n'est pas légitime. Le gros problème maintenant, c'est que le cinéma ne marche plus, que les gens vont sur les plateformes, beaucoup, et je peux comprendre ça, j'ai aucun jugement là-dessus. Ce qui m'embête, c'est que les plateformes dévorent le cinéma à plein d'endroits, et que du coup, quand vous écrivez en ce moment un scénario, c'est très difficile d'être légitime. Vous dites, bon, ben alors c'est quoi? C'est qu'on a un système de production qui permet de produire. On a un fonctionnement en France qui permet encore de trouver des fonds pour produire quelque chose que personne ne va aller voir. Donc ça n'a pas de sens. Donc, la dernière chose à laquelle je me raccroche, je me dis, il y a quelques films qui font événement, il faut que j'arrive à trouver quelque chose maintenant qui donne envie aux gens de se lever. En liberté, c'était l'arrivée des plateformes, l'arrivée des récits en arborescence avec plein de personnages, plein de récits qui partent dans tous les sens. J'avais dit aux scénaristes, il faut que le cinéma, comme toujours, se réinvente quand il y a des choses nouvelles qui arrivent, la télévision, les jeux, etc. Et j'avais dit, prenons le contraire, prenons l'exact contraire de ce qui se passe en ce moment avec le triomphe du récit, et faisons un film qui est une fausse comédie policière, peu de personnages et pas d'intrigue. Une abstraction pure et qui va vite, quoi. Et donc, en liberté, c'est presque venu en réaction à l'arrivée des plateformes. Mais maintenant, c'est difficile, mais il faut encore se réinventer. Merci. Eh bien, merci. Merci Pierre pour cette matinée.